bah, ça tombe bien parce que j'allais vous en parler. Alors, il y a 2 écrivains que tout oppose et pourtant ils ont fait tous les 2 la guerre, c'est Céline et Cocteau. Alors Céline, on peut dire que la guerre va façonner aussi sa vie et son œuvre? Alors, tous les opposent et Junger les unit parce que Céline a rencontré Junger, mais par rapport à Cocteau, avec une différence totale, c'est que Junger n'appréciait pas du tout Céline. Junger pensait que Céline était un nihiliste et lui, Junger, n'était pas nihiliste. Il a toujours cru en la puissance de l'esprit. Je dirais surtout en la puissance de son esprit, qui est effectivement assez faramineux. Est-ce qu'il croyait en Dieu? Oui, 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 il a été... alors, là, je vais un peu vite, finalement. Ce que je peux dire, c'est qu'il croit en quelque chose d'autre, qu'il ne nomme pas forcément Dieu parce qu'il n'est pas religieux, sinon peut-être à la fin de sa vie, mais de toute façon, ce quelque chose d'autre l'a amené à se rapprocher de l'historien des religions Mircea Eliade, avec qui il a fondé une revue dans les années 50, si mes souvenirs sont bons. Alors que Céline, il n'y a eu, à part la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, aucune forme de rapprochement entre eux. Céline, de toute façon, pendant la Première Guerre mondiale, la première, n'était pas un guerrier. Il a fait la guerre, il a été blessé, il en a été manifestement très atteint. Il en a été fier aussi parce que on a mis en avant l'épisode qui a conduit à cette blessure, mais au cours duquel il s'est conduit vaillamment. C'est ce qui lui faisait, d'après ses biographes, le plus plaisir, pouvoir dire qu'il avait été décoré pour un moment héroïque de la Première Guerre mondiale. Il n'empêche que dans Voyage au bout de la nuit, il décrit la guerre de la manière la plus noire, mais extraordinaire que l'on puisse imaginer. C'est un voyage au bout de la nuit, c'est-à-dire carrément dans l'autre monde, celui des morts. Alors, pour passer à Cocteau, lui, vous dites qu'il a fait semblant d'aller à la guerre, qu'il s'est déguisé. Alors c'est lui qui dit qu'il a fait semblant. D'une certaine façon, il y est allé quand même alors qu'il aurait pu s'en abstenir parce qu'il était réformé. Il a voulu participer à l'aventure des hommes. Donc, il y est allé, mais déguisé en uniforme de fantaisie, dessiné par le couturier Paul Poiret, en soie rose. En fait, il était attaché à une ambulance, c'est-à-dire un train de voiture médicale qui avait été organisé et financé par, disons, on parlerait maintenant des people, la bonne société parisienne, le comte Étienne de Beaumont, Bonin de la Boninière, Misia Certes, qui était une grande figure féminine que l'on pouvait voir partout, donc sinon dans les tranchées, sinon dans le front, du moins sur le chemin qui conduisait au front. Et il y avait Cocteau, qui est arrivé jusque dans les Flandres, où c'était la guerre, la vraie, avec les fusiliers marins. Bon, il n'était pas tout à fait mécontent de les côtoyer. Il en a tiré Thomas l'imposteur, qui reflète ce dont il a eu conscience, c'est-à-dire qu'il était à l'abri et qu'il ne pouvait pas véritablement s'engager. Donc il s'est retiré pour construire, avec Picasso et le musicien Eric Satie, le ballet Parade en 1917, qui a fait scandale à Paris, qu'on a revu dernièrement au Théâtre des Champs-Élysées, et à la représentation duquel on voyait, mais en 1917, pas au Théâtre des Champs-Élysées il y a quelques années, Apollinaire en uniforme. Alors, vous parliez, Cocteau, en fait, s'est engagé quoi, une année en tout à peu près? Oui, à peu près. Oui. Et vous parliez d'engagement invisible à son propos.
L'engagement invisible de Cocteau, c'est que lui aussi, j'ai prononcé le mot à plusieurs reprises, a une relation très particulière avec la mort. Et il a d'abord perdu son père à l'âge de 8 ans, comme souvent ces écrivains qui s'engagent dans une œuvre qui les amène assez loin, en face d'horizons qui sont difficiles à traverser, les horizons de la mort. Et Cocteau y est allé, d'autant plus que ses amis ont été touchés pendant la Première Guerre mondiale. Le poète Jean Leroy, qui maintenant, je pense, est totalement oublié, qui était un ami de Cocteau, et pendant la Deuxième Guerre mondiale, un autre jeune écrivain, ami de Cocteau également, Jean Desbordes, qui était résistant, qui a été arrêté par la Gestapo, qui est mort sous la torture. Et Cocteau a toujours, et on le voit dans son cinéma en particulier, vécu avec ses ombres tout autour de lui, et la mort qu'il affirmait voir avec sérénité. Et parallèlement, en fait, c'était un homme qui souffrait énormément, parce qu'il avait une maladie de peau qui était aggravée par le soleil. Et c'est ce que l'on voit quand on lit son poème Crucifixion. C'est un homme qui, sous ses aspects d'arlequin, comme il voulait se présenter, un peu de saltimbanque, de jongleur, d'esprit à la fois brillant et facile. Pour raconter qu'un jour, il se présente chez Picasso déguisé en arlequin pour faire son intéressant. C'est exactement ça. Et Picasso a fait semblant de ne pas le voir. Et c'est là que je dis que Cocteau, c'est quelqu'un qui souffre. C'est vraiment invisible alors. Mais il fait une pirouette et il revient en disant, après tout, peu importe, je suis poète. En poète, il souhaitait être nommé prince des poètes. Un poète saltimbanque alors, quelque part. C'est un poète saltimbanque, mais si on prend André Derain, parce qu'on va parler un peu de peintre aussi, qui a fait la guerre, les 4 années de guerre, bon, pas directement en première ligne parce qu'il était dans l'artillerie, mais il les a faites, on pourrait dire sérieusement. Un peu après-guerre, il peint un tableau que l'on peut voir au musée de l'Orangerie dans la collection de Paul Guillaume, des collectionneurs à l'époque des cubistes, et André Derain avait commencé comme cubiste. Et c'est un tableau qui s'intitule Pierrot et Arlequin, et qui reflète peut-être ce qu'est cette période pendant laquelle la guerre éclate. Cocteau a connu Apollinaire. Alors Cocteau il le connaissait, mais disons qu'il n'avait pas les mêmes relations de travail qu'Apollinaire avait avec les peintres, par exemple, et avec les amis qui contribuaient aux revues qu'il créait régulièrement, comme les soirées de Paris. En revanche, lorsqu'Apollinaire est tombé très gravement malade, ce qui allait le conduire à la mort, c'est Cocteau, d'après ce qu'il raconte, qui a proposé qu'on appelle son propre médecin, le docteur Capmas, pour essayer de sauver Apollinaire, terrassé par la grippe espagnole. Et Cocteau fait, dans La difficulté d'être, un portrait d'Apollinaire où il montre aussi toute l'amitié qu'il avait pour celui qui n'était pas un rival, parce que leurs œuvres respectives étaient trop différentes. Alors, si on veut parler aussi de la foi, ces écrivains, parmi eux, certains croyaient en Dieu, ça les a aidés. Alors, c'était pas du tout le cas de Céline qui disait Dieu, c'est un truc pour ne pas penser aux hommes, mais pour déserter superbement. En revanche, il y en a d'autres qui comptaient sur Dieu. Oui, Céline disait ça, et il ajoutait tout ce que je veux, c'est mourir sans souffrance
et le reste, c'est du yo-yo. Ceux qui avaient la foi, il y a un ami de Gine, paradoxalement, qui était officier de marine et que Cocteau aurait pu rencontrer dans les Flandres et qui était animé d'une foi très intense, qui a été tué par une balle perdue et qui a amené un autre ami d'André Gide, le médecin Henri Guéon, des poètes aussi, camarade de Gide, parce qu'ils partageaient le même genre de frasques, à se convertir au catholicisme. Et il a écrit des recueils de lettres qu'il a publiés où il explique comment la guerre et la découverte de la foi l'a transformé en un autre homme qui s'est retiré de ses plaisirs sensuels pour, non, pas pour devenir moine, mais enfin pour continuer à écrire avec une haute tenue morale. Et on peut parler de Bernanos aussi. Mais Bernanos, là, si nous commençons à parler de Bernanos, nous allons durer parce que Bernanos, c'est un auteur qui, à ce moment-là, début de la guerre, s'est fait connaître comme journaliste maurassien et va lui aussi œuvrer dans tout ce qu'il écrira par la suite au nom des hommes, ce qui le conduira à son engagement célébré, reconnu et célébré par De Gaulle lors de la Deuxième Guerre mondiale, engagement qui est à la fois pétri de foi, effectivement, et d'une vision très pessimiste de l'humanité, qui l'amène également à se pencher sur tous ces jeunes qu'il a côtoyés pendant la Première Guerre mondiale. Lui était dragon, c'est un homme assez costaud, et qui fait que lorsqu'il évoque le soldat inconnu, il en est extrêmement malheureux parce qu'il pense que tous ces jeunes, qu'ils aient été tués pendant la guerre ou qu'ils aient survécu, ont été trompés. Est-ce qu'on pourrait dire du coup que le pessimisme, c'est quelque chose qui va marquer la littérature de tous ces écrivains? Paradoxalement, ça n'est pas ce que je dirais, parce que oui, le pessimisme, il est évident. Le désenchantement? Le désenchantement, pour certains le désespoir. Et pourtant, ces écrivains, ce qu'ils nous disent, c'est qu'on peut continuer à avancer, on peut garder la tête haute. Ce qui a frappé Bernanos, c'est pendant les premiers troubles révolutionnaires en Espagne, le fait que les hommes qui étaient arrêtés par les troupes franquistes, des hommes qu'il a vus, qui étaient des paysans, des hommes simples, restaient droits. Ils restaient droits, debout, et ils allaient à la mort de la sorte. Et c'est ce que nous disent tous ces écrivains de la Première Guerre mondiale. On peut rester droit, on peut mettre en avant des valeurs de solidarité, ce qu'on appelle plutôt à l'époque de fraternité. Et quand on les lit, malgré l'horreur de la guerre, peut-être que ce qui reste, c'est ce sentiment de la fraternité qui fait que nous parlions ensemble des ombres qui peuvent nous accompagner. Ce sont des ombres bienveillantes.